Je m'appelle Jean-Pascal Gon et je suis assistant de professeur à l'Université de Nottingham en Angleterre, où je travaille dans un centre de recherche qui s'appelle l'ICCSR, l'International Center for Corporate Social Responsibility, qui a été créé en 2004. Et je pense que c'est assez intéressant, étant donné le thème que je vais aborder dans la présentation, de savoir que ce centre de recherche a été créé grâce à une donation qui a été fournie par British American Tobacco. Donc, ce qui vous montre un peu les décalages possibles entre des pratiques de management et de types de produits que vous pouvez développer, chercher à vendre d'un côté, et d'autre part, des effets discursifs, des effets qu'on essaie de construire autour de la notion de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, justement, cette présentation s'intitule « Entre profession de foi et théorie d'usage ». Et je vais essayer de spécifier un petit peu ce qu'on pourrait considérer comme étant les dynamiques d'apprentissage de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc c'est un programme extrêmement large pour une présentation d'une dizaine de minutes. Je compte sur toi, Franck, pour me donner des coups de pied si jamais je suis trop long. Voilà. Et donc, il y a juste 3 éléments que je vais introduire. Je vais essayer d'être assez bref. Je vais vous épargner une analyse des définitions de la responsabilité sociale de l'entreprise que vous pourrez trouver dans de nombreux ouvrages. Et je vais simplement essayer de spécifier quelles sont les principales dimensions de la responsabilité sociale. Et ensuite, ce que je vais avancer comme thèse un petit peu dans cette présentation, c'est l'idée que pour arriver à comprendre comment la responsabilité sociale peut vraiment être intégrée dans les comportements d'entreprise, il y a une approche qui me semble être tout à fait pertinente d'un point de vue managérial, c'est celle de l'apprentissage organisationnel. Et donc je vais réinterpréter un petit peu les différentes dimensions de la responsabilité sociale, essayer de les articuler au prisme des théories de l'apprentissage organisationnel, et essayer d'en dériver quelques implications managériales pour pouvoir discuter par la suite. Donc Franck nous rappelait à l'instant que Michael Porter avait écrit un ouvrage sur la responsabilité sociale. Et il y a un autre fait assez amusant dans le domaine de l'apprentissage. Un des grands gourous de l'apprentissage organisationnel s'appelle Peter Senge et il enseigne au MIT, je crois, si ma mémoire est bonne. Et son dernier ouvrage est sur l'apprentissage du développement durable et comment est-ce qu'on peut rendre les entreprises plus durables grâce aux dynamiques d'apprentissage. Donc il y a bien une convergence aujourd'hui sur ces interrogations entre la façon d'améliorer les comportements de l'entreprise et les dimensions de responsabilité sociale, environnementale et sociétale. Donc tout d'abord, quelles sont les dimensions de la responsabilité sociale? Comment caractériser la responsabilité sociale d'une entreprise? Il y a un modèle qui a été publié très récemment dans l'Academy of Management Review par Guido Palazzo et Kunal Basu, qui propose une typologie extrêmement simple. En fait, ces auteurs essaient simplement de caractériser ce qui est la responsabilité sociale pour une entreprise donnée, et au lieu de fournir un répertoire de pratiques, ils essaient simplement d'en cerner les grandes dimensions. Alors cet article est très pratique parce qu'il résume toute la littérature, et en fait, il nous dit ce qu'on peut essayer pour faire sens de la notion de responsabilité sociale. On peut considérer qu'il y a 3 dimensions vraiment à prendre en compte. La première, c'est ce que les entreprises disent. Donc c'est toutes ces professions de foi, tous ces discours auxquels on assiste aujourd'hui. Vous avez vu que très rapidement, au début de ce siècle, quasiment très peu d'entreprises avaient un rapport de développement durable ou de responsabilité sociale. Moi, je me souviens très bien, lorsque j'avais commencé ma thèse de doctorat en sciences de gestion, les gens me demandaient « mais qu'est-ce qu'un stakeholder ? Qu'est-ce qu'une partie prenante ?» quand j'allais les interviewer dans des entreprises françaises. Et aujourd'hui, vous pouvez voir fleurir tout le vocabulaire lié à la responsabilité sociale dans la communication institutionnelle des entreprises. Donc on voit bien que le discours a été approprié très très rapidement, et ces dimensions discursives génèrent un certain scepticisme. Dans la littérature anglo-saxonne, on va parler de greenwashing, de verdissement des entreprises, de window dressing. Il s'agit juste d'un discours, donc cette notion discursive est un peu suspecte. Elle correspond à ce qu'on pourrait appeler la responsabilité sociale communiquée en externe, ou une forme de RSE qui serait professée. Alors, à côté de ces dimensions, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de voir, mais qu'est-ce que pensent vraiment les organisations de ce qu'est leur responsabilité sociale? Et ça, ce serait beaucoup plus la dimension cognitive de la RSE, c'est-à-dire les représentations que vous auriez si vous pouviez interroger les dirigeants, les managers sur ce qu'ils pensent vraiment, lié très fortement à la culture d'entreprise, ce qu'un cadre de l'entreprise X ou Y vous dira si vous passez quelques heures au café avec lui
ou si ça se passe en Angleterre, à boire quelques pintes dans un pub, assez rapidement, il vous dira, bon, ce discours, il pourra avoir une interprétation extrêmement cynique de ces actions conduites par son entreprise, en disant c'est du discours, mais on sait bien la façon dont on est géré en interne ne correspond pas du tout à ces discours-là. Ou au contraire, il pourra vous dire que finalement, il est assez content de travailler dans ce type d'organisation, que ça reflète aussi la culture interne de son organisation et que finalement, c'est vraiment ce que les gens pensent à l'intérieur de l'organisation et que donc cette dimension cognitive est vraiment importante parce que d'après les théories d'apprentissage, c'est vraiment elle qui guide les comportements et qui correspond à ce que l'entreprise fait vraiment en termes d'action de responsabilité sociale. Donc là, il s'agit de la troisième et dernière dimension. Ça, c'est ce qu'on peut observer ou ne pas observer. Souvent, c'est des choses qui se passent dans des pays lointains. Il n'y a pas toujours d'indicateurs, de personnes sur place qui sont susceptibles de vous donner une information fiable sur ce qui se passe dans une usine qui est située au fin fond de la Thaïlande. Et donc, les comportements sont aussi difficiles à observer. Et d'après Basu et Palazzo, c'est la troisième dimension de la responsabilité sociale, la dimension conative ou comportementale. Et là, on peut caractériser les comportements de responsabilité sociale d'une entreprise de différentes manières. On peut regarder la cohérence de ces comportements. Est-ce que l'entreprise fait beaucoup de choses pour un stakeholder et rien du tout pour ses autres parties prenantes? On peut penser à des entreprises qui traitent extrêmement bien leurs salariés dans le contexte français, mais qui finalement sont relativement peu impliquées vis-à-vis de la communauté locale, vis-à-vis des riverains qui vivent autour de leurs usines ou vis-à-vis de l'environnement écologique. Et donc, il y a ces problèmes de cohérence interne du comportement socialement responsable et aussi, on peut qualifier ce comportement qui peut être plus ou moins réactif ou plus ou moins proactif. Donc l'intérêt des théories de l'apprentissage organisationnel, d'après moi, c'est qu'elles permettent de bien lier ces trois niveaux d'analyse et de comprendre quels sont les liens entre, d'une part, les discours, d'autre part, les actions, les comportements concrets de l'entreprise, et elles permettent de bien comprendre cette relation en introduisant justement cette dimension discursive. Donc en fait, il est tout à fait possible de reprendre l'approche de Argyris et Schoen et le modèle qu'ils avaient développé à la fin des années 70 et de réinterpréter les théories de l'apprentissage organisé, les théories de la responsabilité sociale ou d'articuler ces dimensions de cette manière. Et donc on peut bien voir qu'aujourd'hui, les gens sont souvent sceptiques vis-à-vis de la responsabilité sociale professée. Et en fait, le gros problème, c'est d'essayer d'arriver à comprendre quel est vraiment le niveau cognitif, quelles sont vraiment les théories d'usage qui guident aujourd'hui les comportements socialement responsables de la part des entreprises. Et ensuite, dans quelle mesure ces comportements socialement responsables influencent et permettent d'obtenir des résultats sociaux et environnementaux suffisamment corrects. Et ce que nous ont appris les théories de l'apprentissage organisationnel, c'est que très souvent, il faut déjà commencer par se connaître soi-même, c'est-à-dire que les entreprises aient une bonne capacité à mesurer leurs impacts dans les domaines sociaux, environnementaux. Donc là, il y a des problématiques de reporting interne, des problématiques de mesure d'impact. Et ensuite, c'est bien de créer un système de reporting. Il y a énormément d'entreprises qui l'ont fait dans le domaine de la RSE suite à la loi sur les nouvelles régulations économiques. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qui est fait des données produites par ce système de reporting à l'intérieur de l'entreprise et de l'organisation? Est-ce que le système de reporting est utilisé une fois par an pour produire un rapport annuel, un rapport de responsabilité sociale et donc pour produire la RSE professée, ou est-ce que les dysfonctionnements qui ont pu être mesurés grâce à ces indicateurs sont utilisés en interne pour questionner les théories qui guident l'ensemble des comportements qui ont conduit à obtenir ces résultats. Et là, on peut revenir aux deux formes, aux deux types d'apprentissage qui avaient été distingués par Argyris et Schoen. Un apprentissage en boucle simple. L'entreprise voit réalise, grâce à un diagnostic, qu'il y a une rivière polluée à côté de l'un de ses sites. Les stakeholders réagissent. Greenpeace commence à organiser une campagne. Et là, tout de suite, on va essayer de dépolluer cette rivière, de faire en sorte que le problème avec cette usine soit géré. Et on va rajouter une ligne dans le rapport de responsabilité sociale en disant on gère très bien nos stakeholders, regardez, cette rivière a été dépolluée. Après, est-ce que cet événement a vraiment amené à une remise en question des raisons pour lesquelles le problème de pollution avait été obtenu dans cette usine en particulier? Est-ce que ce risque environnemental-là est contrôlé dans l'ensemble des usines du groupe? Donc, est-ce que vraiment la théorie d'usage de la responsabilité sociale a été questionnée à la suite de ce problème? Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à cerner. Mais d'après Argyris et Schoen, si on veut arriver à avoir des formes d'apprentissage durables dans le temps
qui produisent vraiment des effets. Il faut arriver à passer à ce niveau d'apprentissage en boucle double où on remet en question non seulement le discours, mais aussi l'ensemble des théories d'usage à l'intérieur de l'organisation, voire la culture de l'organisation qui a conduit à la production de ces différents comportements. Et donc ça, ce serait plus la boucle du bas sur ce schéma que j'ai représenté ici. Donc il est possible de qualifier de manière un petit peu plus détaillée ces deux types d'apprentissage. Donc j'ai proposé un tableau que vous retrouverez dans l'ouvrage, que je ne vais pas avoir le temps de détailler de manière générale. Mais si on essaie de voir un petit peu la différence entre ces deux types d'apprentissage, apprentissage en boucle double, qui serait une forme d'adaptation sociétale de l'entreprise. L'entreprise réagit en fonction des stimuli négatifs pour s'adapter, qu'on peut opposer à une forme d'apprentissage en boucle double qui, elle, met en jeu et implique vraiment la dimension cognitive de la responsabilité sociale, et c'est d'aller jusqu'au niveau des théories d'usage pour modifier la façon dont l'organisation ou l'entreprise pense sa responsabilité sociale. Donc dans le second cas, bien sûr, on aura un impact sur la culture organisationnelle fort. Très souvent, on aura besoin d'avoir un engagement interne des dirigeants, et l'apprentissage aura une dominante cognitive versus des processus beaucoup plus superficiels d'adaptation sociétale, où là, l'impact sur la culture organisationnelle sera très faible, mais les changements obtenus, a priori, seront plutôt des changements de court terme, provisoires, et qui répondent souvent à une logique de compliance, où on a simplement répondu à un stimuli externe. Donc, quelles sont les conséquences d'une analyse de la responsabilité sociale comme une sorte de processus d'apprentissage organisationnel? Il me semble qu'il y en a trois principales. La première, c'est l'importance, si on veut que les entreprises passent vraiment du niveau des discours au niveau des comportements, à arriver à articuler, à mieux comprendre, identifier quelles sont leurs théories d'usage au-delà de la production de rapports et de la production de discours. Il me semble que ces théories mettent en avant aussi l'importance de bien cerner l'ensemble des obstacles cognitifs et non pas seulement organisationnels au développement d'un comportement socialement responsable dans le long terme et qui soit vraiment ancré dans la culture d'entreprise. Et là, je pense à des modèles mentaux de managers qui très très souvent, par construction, excluent l'idée de tenir compte de certaines parties prenantes, parce que les systèmes de performance sont définis d'une certaine manière, parce que c'est l'actionnaire qui prime dans certains discours, parce que les autres parties prenantes n'ont pas nécessairement de voix dans ces processus, et aussi avec l'idée pour certains managers qu'il y a les choses qui sont de l'ordre des faits tangibles, concrets, qu'on opposerait à la morale, aux questions d'éthique, qui seraient imperméables, le management serait imperméable à l'éthique. Et donc là aussi, je pense qu'il y a tout un ensemble de tensions qui créent des obstacles cognitifs pour l'apprentissage organisationnel de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et enfin, le dernier point que j'avais mentionné un petit peu au début de cette présentation, c'est celui de s'intéresser au système de mesure. Et là, c'est un petit peu l'adage de Socrate était « connais-toi toi-même ». Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont dans des démarches où elles cherchent à essayer de commencer à comprendre comment elles fonctionnent en termes de responsabilité sociale. Je pense que la loi NRE a produit des effets extrêmement puissants en termes de déclencher des logiques de mise en place de systèmes de reporting. Donc construire un système de reporting de responsabilité sociale, c'est bien. Ça va dans le sens de commencer à comprendre quels sont les résultats obtenus, les impacts. Mais après, la question, c'est dans quelle mesure le système de reporting est utilisé pour générer des dynamiques d'apprentissage à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que le reporting est discuté à des niveaux élevés au sein de la direction? Est-ce qu'il est consulté de manière mensuelle, bimensuelle ou une fois par an? Et je pense que ça fait énormément de différence en termes de capacité à adopter et s'approprier vraiment un comportement socialement responsable, durable, avec des effets forts en termes de performance sociale et environnementale. Voilà, je vous remercie.